Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur Eurosport pour vivre cette édition de la course des champions, cette édition traditionnelle, vous le savez, qui réunit les meilleurs pilotes de rallye du monde sur ce circuit, un circuit long de 2600 mètres, 35% d'asphalte, 65% de terre. On va y venir tout de suite, mais tout de suite quelques beaux visages de ces Canaries. Quelques visages connus que vous voyez là, on y retrouve, je vous l'ai dit, l'élite des pilotes qui se sont battus dans le cadre du championnat du monde des rallyes 1996. On retrouve notamment Didier Auriol, que l'on a plaisir à revoir derrière un volant. Il y a aussi Stig Blomqvist. Il y a un plateau absolument somptueux. Mickey Biasson est là, ainsi que bien sûr François Delecourt qui va défendre le titre qu'il avait décroché il y a un an ici même. Voilà, il y avait tout d'abord l'International Rally Masters avec des Toyota RAV4. Et puis maintenant, nous tombons dans le cadre des demi-finales entre McRae et Alonso. Il s'agit de la première manche avec ces Toyota. Vous le voyez, il y aura aussi, vous le verrez tout à l'heure, des Toyota Celica GT4 et les Ford Escort Cosworth. La bataille entre les deux qui se termine et c'est Flavio Alonso qui l'emporte devant Alister McRae, 2:07.56 contre 2:08.37. Le tout, bien sûr, pour la plus grande satisfaction des milliers de spectateurs accrochés de chaque côté de cette cuvette. Tout de suite maintenant la demi-finale entre Nittel et Quito Leto. Il s'agit de la première manche et vous avez compris que le circuit est très humide pour cette International Rally Masters disputée à bord des Toyota RAV4. Alors en fait, eh bien, les pilotes sont choisis chacun dans leur pays afin d'accéder, les deux meilleurs en tout cas, d'accéder ensuite à la partie la plus importante, c'est-à-dire la course des champions qui oppose véritablement les meilleurs pilotes. C'en est terminé maintenant avec Quito Leto et Uwe Nittel, et vous avez vu que c'est Quito Leto qui l'emporte, Jarmo Quito Leto, désigné par la Finlande. Pour la Belgique, il y a Freddy Loax. Pour la France, bien sûr, Gilles Panizzi, le champion de France 96. Uwe Nittel pour l'Allemagne. Andrea Dallavilla pour l'Italie. Le Japon est représenté par Masao Kamioka. Le Portugal par Rui Madeira. L'Espagne par Oriol Gomez. La Suède par Thomas Radström. Et la Grande-Bretagne par Alister McRae. On vient de le voir. Demi-finale opposant donc là, vous le voyez, Alonso et McRae. Et c'est Flavio Alonso qui l'emporte. Caméra embarquée, toujours pour voir le travail des pilotes au volant. Vous voyez que les RAV4 évidemment absorbent particulièrement bien toutes les inégalités de cette piste très spectaculaire. Tracée comme toujours avec soin par Michel Mouton. Et voilà, la différence évidemment est énorme. Vous le savez, les deux pistes sont tracées en parallèle de manière à parfaitement compenser les difficultés. La petite portion de goudron dont je vous parlais, 35% seulement de l'ensemble du parcours. Et tout de suite, le verdict avec la domination de Flavio Alonso devant Alister McRae qui termine bien loin à près de 3 secondes après avoir probablement commis une énorme erreur. Uwe Nittel, vous l'avez vu, et Quito Leto maintenant. Il s'agit de la deuxième manche de la demi-finale.
On avait vu bien sûr précédemment la deuxième manche qui opposait Alister McRae à Alonso. Ah, c'est toujours extrêmement spectaculaire. Évidemment, en rallye, on a très peu l'occasion. Oula, il est sorti extrêmement large, un peu trop, on peut le dire. Et là, c'est une faute qui lui sera difficile à rattraper sur ce parcours assez court. Une épreuve qui connaît toujours un beau succès. Et voilà, on est passé tout près. Oula, un travers très spectaculaire. Pas très payé. Nittel l'emporte largement devant Chiloletto. Et voilà le final qui va opposer Daniel Alonso à Chiloletto. C'est parti. Flavio Alonso, l'Espagnol, et Chiloletto, le Finlandais. Alors ne pas se fier évidemment au premier mètre. Il est évident que le pilote qui est à l'intérieur sur la partie goudronnée est avantagé dans un tout premier temps. Vous noterez au passage la souplesse des suspensions et l'efficacité de ces suspensions évidemment sur un terrain relativement lisse pour ce genre de véhicule. Vous voyez que tout l'intérieur de la trajectoire ici est évidemment très pénalisant pour le pilote. Et vous noterez aussi que c'est extrêmement humide, l'adhérence est précaire, on se lance dans de larges dérives, difficile de compenser. Là évidemment c'est un petit peu le terrain qui fait la différence. Et attention, vous voyez que c'est extrêmement serré pour le moment entre les deux hommes. Et pour le moment, l'avantage à Chiloletto devant Flavio Alonso. Et voici les chances égalisées maintenant. Alors vous savez que cette épreuve a débuté en 1988 à Montlhéry. Le vainqueur c'était Juha Kankkunen, le deuxième Timo Salonen. Il y avait beaucoup de voitures en lice en 88, BMW M3, Audi Quattro, Lancia Delta, Ford Sierra, Opel Monta et Peugeot 205 T16. En 89, on a émigré au Nürburgring en Allemagne. La victoire est revenue à Stig Blomqvist devant Walter Röhrl. On avait recours cette fois-là des Toyota Celica, Audi S1 et Peugeot 205 T16. En 90, eh bien, on était parti à Barcelone. Vainqueur Blomqvist à nouveau devant Mäkinen avec des Audi Quattro et des Toyota Celica. Et attention, les derniers mètres. Oulala, on s'est approché du rail. Et voilà, la victoire revient, vous le voyez, à Alonso. 2:04:30 devant Chiloletto. Les deux hommes étant donc qualifiés pour la phase finale. Encore leur faudra-t-il signer de bons temps aux essais pour accéder directement à cette course des champions. Voilà pour l'International Rally Masters avec la belle victoire d'Alonso. Caméra embarquée maintenant pour vous présenter cette piste de manière extrêmement spectaculaire à bord de la Toyota Celica GT4. Je préfère vous laisser vous repaître un petit peu, même si il n'est pas très présent, du bruit du moteur. Ici nous sommes avec Juha Kankkunen. Je vous ai dit que le plateau était extraordinaire, vainqueur de 21 manches en championnat du monde.
champion du monde des rallyes en 86, 87, 91 et 93. Vainqueur de cette course des champions en 88 et 91. 88, je vous l'ai dit, c'était à Montlhéry. 91, c'était à Madrid devant Didier Auriol. Ensuite, eh bien, cette épreuve a émigré sur cette île aux Canaries avec Andrea Aghini, vainqueur 92, Didier Auriol, vainqueur 93, Didier Auriol à nouveau vainqueur en 94, l'année où il a été titré champion du monde, et puis François Delecourt en 95 devant Colin McRae. On va se quitter quelques secondes, vous restez avec nous sur Eurosport pour la suite de cette course des champions aux Canaries. Retour à cette édition 1996 de la course des champions dans le cadre, vous le voyez, de conditions météorologiques plutôt difficiles malheureusement. Et tout de suite, eh bien, c'est la bataille qui va opposer Carlos Sainz à Bruno Thierry à bord des Ford. Alors, ce sont plutôt des Toyota d'ailleurs. Ce sont les Toyota Celica GT4, contrairement à ce que l'on nous avait indiqué. Vous voyez que la boue, évidemment, rend la tâche des pilotes plus difficile et plus spectaculaire aussi. Bruno Thierry, vous l'avez vu, très crispé au volant. On le serait à moins, évidemment, quand on affronte Carlos Sainz. Et voilà, le drapeau à damier. On retrouve maintenant les deux hommes, cette fois à bord de Ford, manifestement. Donc l'ordre a été inversé. Carlos Sainz et Bruno Thierry à bord de ces Ford Escort Cosworth, délivrant 300 chevaux. Toujours Bruno Thierry, qui connaît bien cette machine, naturellement. Bruno Thierry, qui n'a pas remporté d'épreuve pour le moment dans le cadre du championnat du monde. Il a été champion en Formule 2 simplement en 1993, la F2. Il a débuté au championnat du monde à l'Acropole en 89. Et Carlos Sainz qui jette un petit coup d'œil à son équipier. Et je peux vous dire que c'est Sainz qui va l'emporter au total. Alors c'est reparti maintenant entre Auriol et Schwartz. À nouveau à bord des Toyota, comme vous l'avez vu. Didier Auriol qui évidemment connaît bien cette machine. Armin Schwartz dans ses œuvres. L'Allemand vainqueur en Catalogne en 1991. Champion d'Europe en 96, champion d'Allemagne en 87 et 88. Et donc c'est Armin Schwartz qui l'emporte. On change de machine, on s'installe dans les Ford. Et ça va être reparti pour Didier Auriol, que nous sommes très très heureux de revoir derrière un volant. Lui qui a évidemment été horriblement frustré cette saison pour les raisons que vous connaissez si vous suivez bien sûr le sport automobile de près. Suite évidemment à la terrible affaire des turbos des Toyota la saison dernière. Didier Auriol qui s'est retrouvé carrément à pied, qui a pu prendre part simplement à de très rares épreuves, notamment pour le compte de Subaru en Italie. Et il faut souhaiter très très fort que Didier puisse retrouver un volant pour enfin à nouveau se battre pour le titre de champion du monde. Vous voyez que les conditions météo ne s'améliorent pas. Et là, Auriol, eh bien, il est toujours imposé. Il tente plutôt de s'imposer face à Armin Schwartz. Et vous voyez qu'on n'hésite pas à prendre la trajectoire la plus serrée. Voilà, j'essaie de pas trop changer de vitesse pour ne pas me mélanger, dit Didier Auriol. Et c'est lui qui l'a emporté devant Armin Schwartz. On continue maintenant avec les Toyota, avec Blomqvist face à Quito-Leto. Quito-Leto qui, vous le savez, est issu donc de l'International Rally Masters réservé aux jeunes pilotes. Voici Stig Blomqvist
Le vieux lion qui a encore de beaux restes, c'est un euphémisme. Stig Blomqvist et ses 11 victoires en championnat du monde, son titre de champion en 1984. Évidemment, du côté de Quito Leto, on est encore tendre. Et Blomqvist, vous le voyez, est arrivé depuis longtemps, puisque Quito Leto a commis une erreur. C'est reparti maintenant, on a changé de voiture, bien sûr. Et cette fois, ce sont les Ford qui permettent à Blomqvist et Quito Leto de s'opposer. La bataille va être beaucoup plus serrée d'ailleurs à bord de ces machines. Vous noterez la petite antenne HF sur le toit de la voiture. C'est ce qui vous paraît certainement un petit peu curieux. Ça permet de retransmettre, voici ces images de caméra embarquées. Très concentré. Stig Blomqvist. On est dans la partie la plus humide et vous voyez que le soleil heureusement est en train de revenir. Ça ne suffit naturellement pas dans un premier temps pour assécher la piste, surtout dans ce trou à l'extrémité du circuit. Économie de geste, c'est ce vers quoi il faut tendre, des trajectoires très pures. Et voilà, ce que je vous disais, c'est plus difficile mais il s'impose tout de même. Stig Blomqvist 2.00.44 avec la Ford, 2.01.75 pour Quito Leto. Blomqvist qui s'impose sans problème. On retrouve maintenant François Delecourt. Je vous l'ai dit, c'était lui le vainqueur en 1995 devant Colin McRae. François Delecourt face à Juha Kankkunen. Et nous sommes à bord des Toyota dans un premier temps. À l'attaque, François Delecourt très près du volant, vous le voyez. François revenu à son tout meilleur niveau, évidemment la bataille qu'il a livrée dans le cadre du championnat de France en est la preuve évidente à bord de sa Peugeot, où il a bien sûr travaillé pour faciliter le titre de son équipier Gilles Panizzi, qui avait largement le talent bien sûr pour le décrocher seul, mais en s'appuyant sur un équipier de ce calibre, bien la tâche des deux hommes face aux hommes de Renault Sport en a été facilitée. Même si on s'est bien battu du côté bien sûr de Bugalski. Et voilà Delecourt qui s'impose avec la Toyota, une 58.09 face à Juha Kankkunen, une 59.05. C'était très très serré. On va changer de machine et nous sommes juste aux côtés de Juha Kankkunen. Très beau plan, regardez. Le regard tendu du Finlandais Juha Kankkunen. 21 victoires en championnat du monde. Regardez. C'est pour vous dire que là, les pilotes ne font pas semblant. Il attaque vraiment à fond, comme toujours, Delecourt. D'ailleurs, ce saut sur la bosse de ce circuit des Canaries en est la preuve évidente. Ah, il aime l'attaque à outrance, le nordiste. François Delecourt. Ça va être très très serré entre les deux hommes. Regardez, quelques centimètres d'écart seulement. Ouh là là, il est venu taper le rail et les deux hommes qui finissent vraiment dans un mouchoir. Une 58-57 pour Delecourt. On revoit ici ce qui s'est passé. Ouh là là, regardez, des deux côtés ça a été chaud, hein. Et on termine avec quelques centimètres d'écart. Et une 58-47 pour Kankkunen. Regardez ce coup d'œil de Juha Kankkunen vers François Delecourt. Très concentré Delecourt. Et Kankkunen, et c'est reparti à bord des Ford afin d'essayer de les départager. Regardez. François sait que tout va se jouer maintenant. Ah, regardez, quand certains vous prétendent que le sport automobile n'est pas un sport à part entière, eh bien il suffit ici d'observer les efforts extrêmement violents consentis par François Delecourt. Et encore ne s'agit-il là que d'une épreuve très brève. Sur la terre, on imagine ce que ça donne sur le goudron avec l'adhérence phénoménale générée maintenant par ces machines.
François tendu à l'extrême. Et c'est lui qui va l'emporter, François. Une 56,82 face à Kankkunen, une 57,40. Ça permet à François Delecourt de se qualifier. Voilà, superbe victoire de François Delecourt. La troisième manche étant décisive, vous l'avez compris. On termine cette partie avec quelques superbes images de glisse depuis cette course des champions aux Canaries. Évidemment, on va se quitter quelques secondes, mais vous restez avec nous parce qu'il y a encore de très très belles batailles à venir sur Eurosport. Avec notamment les quarts de finale. Retour à la course des champions aux Canaries avec Didier Auriol face à Carlos Sainz. Les deux hommes se retrouvent à bord de ces Ford Escort Cosworth pour une bataille terrible, extrêmement serrée. Vous voyez que la piste est en train de s'améliorer. Évidemment, le soleil a fait son apparition sur la région. Et même si, évidemment, dans les trous, ça reste extrêmement humide. Carlos Sainz dans ses œuvres. Et là, je peux vous garantir que ça va être terriblement serré entre les deux hommes. À tel point, d'ailleurs, autant vous le dire tout de suite qu'il va falloir un troisième round pour parvenir à les départager. Tellement ça va être serré. Regardez bien déjà ce qui va se passer avec les Ford. Ça n'est pas terminé. On a effectué le premier tour. Et vous l'avez vu, les pistes se croisent de manière à égaliser parfaitement les chances. Ce qui va se produire là entre Carlos Sainz et Didier Auriol est absolument incroyable. Entre le champion du monde 1994, champion du monde français, déjà vainqueur, je vous l'ai dit, de cette course des champions en 93 et 94. Et Carlos Sainz, l'Espagnol, 18 victoires en championnat du monde, déjà titré à 2 reprises. Champion d'Espagne également en 87 et 88. Le bras de fer entre les deux hommes va être tellement impressionnant. Regardez bien ce qui se passe. Ils terminent pratiquement sur la même ligne. Il y a 1 centième d'écart. Regardez, entre les deux hommes. 1 minute 56 secondes 49 contre une 56-50. Regardez. Incroyable, à l'œil nu évidemment, il est impossible de les départager. Seul le chronomètre donne un petit centième. On se retrouve cette fois à bord des Toyota où on peaufine la position de conduite. Et c'est le départ. L'œil noir de Carlos Sainz. Et le regard non moins concentré de Didier Auriol. Avec la voiture rouge, vous remarquerez bien sûr les ronds rouges et bleus sur chacune des voitures pour parvenir à identifier plus facilement les pilotes qui se trouvent à l'intérieur. Ici, en gros plan, Carlos Sainz avec une réception, vous l'avez vu, spectaculaire. Ouh là là, un travers phénoménal de Carlos Sainz qui a perdu incontestablement un petit peu de temps là à l'amorce de cette grande courbe à gauche au bout du circuit. Cette partie terre très spectaculaire. On peut vraiment dire que cette course des champions aux Canaries remplit parfaitement son rôle en chaque fin d'année. D'abord, c'est une épreuve très très spectaculaire qui permet de voir les pilotes s'affronter directement. C'est peut-être le seul et unique reproche que l'on peut faire au rallye. C'est qu'évidemment, les concurrents ne se battent pas directement les uns contre les autres. Et vous avez compris qu'il y a un petit problème mécanique là. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on va repartir. Et c'est Carlos Sainz qui a été affecté par ce problème mécanique. Pendant ce temps, Didier Auriol en termine, mais on va
redonner un nouveau départ. Voilà, c'est une crevaison à l'avant gauche qui a été la cause de cet incident. Ça va être reparti et ça va être à nouveau très très serré entre Carlos Sainz et Didier Auriol. Beaucoup de travail au volant. Pour les passagers qui ont le privilège de vivre cette expérience à l'intérieur de l'habitacle. C'est vrai qu'en temps normal, eh bien, il faut être coéquipier professionnel de rallye. Et là, on n'a pas trop le temps de profiter du paysage, ni même des talents de son pilote, puisqu'on reste évidemment extrêmement concentré sur les notes qu'il faut égrener avec une précision diabolique de métronome. Sinon, eh bien, c'est la sortie de route assurée. Là, en l'occurrence, les passagers n'ont juste qu'à se remplir les yeux et les oreilles. Regardez comme la lutte est extrêmement serrée. Voyez l'écart limité à un petit dixième à l'issue de ce premier tour à bord des Toyota. Deuxième affrontement entre les deux hommes. Qui de Didier Auriol ou de Carlos Sainz va remporter cette première demi-finale avec addition des temps? Je vous rappelle qu'en ce qui concerne les Ford, eh bien, un tout petit avantage d'1 centième pour Carlos Sainz, puisque c'est bien sûr par addition des performances réalisées à bord de la Ford et de la Toyota que l'on obtient le résultat final. Les pistes qui se croisent comme je vous l'ai signalé afin de changer la trajectoire sur 2 tours. Attention, le verdict tout de suite. Et voilà, c'est Didier Auriol qui s'impose 1,51,99 devant Carlos Sainz. Et vous voyez qu'il a quelques soucis. Il a ramassé quelques débris sur la piste. On va retrouver ce visage, celui de François Delecourt, très concentré avant d'affronter Stig Blomqvist, que voici. Je vous rappelle que François Delecourt est donc le vainqueur 1995 de cette course des champions devant Colin McRae. Colin McRae qui était champion du monde des rallyes 1995, alors que c'est bien sûr Mäkinen qui l'a emporté en 1996. Mäkinen qui n'est pas présent ici, comme vous l'avez compris. À bord des Ford, donc Stig Blomqvist face à François Delecourt. Les deux hommes pour le moment au coude à coude. Regardez comme le balai est bien réglé. Les deux pilotes qui inscrivent leur Ford Escort Cosworth sur la même trajectoire, exactement au même moment, en parallèle. Ils sont pratiquement sur la même ligne. Évidemment, c'est un petit peu difficile à voir à l'issue de ce premier tour, dans la mesure où les deux pistes ne sont pas rigoureusement égales. Et pourtant, regardez, c'est à quelques centimètres seulement que ça se joue. Voilà, on a maintenant inversé les trajectoires. Et pourtant, vous voyez que François Delecourt est passé 1 seconde devant Stig Blomqvist, qui a compris qu'il avait un handicap à surmonter. Blomqvist qui va attaquer très fort. On n'a pas été champion du monde des rallyes pour rien, même si c'était donc en 1984. Lui aussi est rompu à cet exercice particulier. Le voici Blomqvist en gros plan, puisqu'il l'avait emporté en 89 et 90. 89 c'était au Nürburgring, en 90 c'était à Barcelone. En 89 c'était au détriment de Walter Röhrl et en 90 au détriment précisément de Tommi Mäkinen. Et voilà, on va en terminer maintenant avec la belle victoire de François Delecourt au détriment de Stig Blomqvist. 1 seconde 8 d'avance pour François Delecourt qui s'impose dans cette deuxième demi-finale. Les hommes qualifiés sont donc Didier Auriol et François Delecourt. Là, pour le moment, nous sommes avec Stig Blomqvist. Central
del circuito y están haciendo de alguna manera lo imposible para que en este caso... Ce sont les Toyota qui sont maintenant utilisés. Et vous voyez que Blomqvist a encore de très beaux restes. Blomqvist qui a passé le cap des 50 ans puisqu'il est né le 29 juillet 1946. Il a débuté en 64 à bord d'une Saab. Et ses débuts en championnat du monde, eh bien, c'était en Suède, chez lui, en 73, aux commandes d'une Saab également. Et Blomqvist reste évidemment un monument du championnat du monde des rallyes avec ses 11 victoires de manche. Alors le verdict dans quelques secondes à l'issue de cette deuxième manche opposant Blomqvist à Delecourt avec, je vous l'ai dit, un avantage très net pour Delecourt à l'issue du premier affrontement aux commandes des Ford Escort. Et Delecourt évidemment qui mène toujours une carrière extrêmement active, je vous l'ai dit, et regardez comme la bataille est serrée. Et c'est pourtant Delecourt qui s'est imposé de très peu, une 52,81 devant Blomqvist, une 53,03 évidemment à l'addition des temps compte tenu de l'avance qu'il comptait aux commandes de la Ford. Et bien François Delecourt est facilement qualifié pour la finale face à Didier Auriol. On se retrouve tout de suite. Retour aux Canaries, tout près de Las Palmas, sur cette piste longue de 2600 mètres, 35% d'asphalte, 65% de terre. Et François Delecourt face à Didier Auriol. Quelle plus belle finale, évidemment, pour nous, Français ou francophones. Vous me direz, si vous nous écoutez depuis la Belgique, vous souhaitiez évidemment peut-être voir Bruno Thierry en finale. Mais là, eh bien, ce sont les deux hommes les plus forts de cette édition 1996 de la course des champions qui s'opposent tout d'abord aux commandes de la Toyota. Attention, ça va être sacrément serré avec évidemment un petit avantage psychologique à Didier Auriol dans un premier temps. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il connaît, lui, très bien cette Toyota qu'il menait dans le cadre du championnat du monde des rallyes au début de la saison dernière. Didier Auriol contraint malheureusement à un chômage forcé à la suite de l'exclusion de cette équipe Toyota qui est revenue officiellement au rallye pour le moment à dose un petit peu homéopathique mais qui reviendra plus forte en 97 et on espère évidemment qu'on n'oubliera surtout pas Didier Auriol chez Toyota. Didier qui, il le démontre à chaque fois que l'occasion lui en est donné, qu'il n'a absolument rien perdu de son talent. Cette année un petit peu sabbatique lui aura permis de s'occuper de sa famille, de regarder grandir ses enfants, de s'améliorer au niveau du golf et puis probablement d'acquérir une plus grande force morale. C'est souvent dans les difficultés que l'on se forge une mentalité encore plus dure. Les deux Français, Didier Auriol et François Delecourt face à face aux commandes de cette Toyota Celica GT4. Attention, les protections ont souffert. Et petit avantage pour Didier Auriol, une 50-53, vous le voyez devant François Delecourt, une 51-16. Je vous le disais, c'est un peu normal. Regardez, on a utilisé toute la trajectoire et même un peu plus. Didier Auriol avec la caméra embarquée. Après les Toyota, naturellement, c'est vers les Ford Escort que l'on va se tourner. Alors là, on peut penser que François Delecourt, lui, a un léger avantage dans la mesure où il est censé mieux connaître cette machine, cette Ford Escort Cosworth qu'il a utilisée dans le cadre des championnats du monde des rallyes, contrairement à Didier Auriol.
On a soigné les positions de conduite au maximum et voilà le saut avec réception. On est toujours stupéfait par les extraordinaires qualités des suspensions de ces machines qui, vous l'avez vu, absorbent totalement cette réception très violente où là on n'a pas hésité à passer bien à l'intérieur alors que la trajectoire est très très humide à cet endroit. Évidemment ça freine un petit peu. Premier tour bouclé à bord des Ford. Très très peu d'écart entre les pilotes. Vraiment quelques centimètres. Avec un léger avantage pour Didier Auriol. Pourtant face à François Delecourt. Énorme travers à l'intérieur. Attention, c'est dans le dernier tour que tout va se jouer. On n'oubliera pas qu'il faudra bien sûr additionner et que François Delecourt souffre d'un retard sur Didier Auriol. Delecourt qui doit donc tout risquer dans ce dernier tour. Il n'a rien à perdre, il a un petit retard à compenser. Un petit retard de 6 à 7 dixièmes qu'il a concédé face à Didier Auriol à bord de la Toyota GT4. Attention, l'arrivée dans quelques secondes. Et voilà la victoire qui revient sans problème, vous le voyez, à Didier Auriol. Une 51-91 face à François Delecourt, qui n'a donc pas pu reconduire son titre. Félicité ici Didier Auriol par Michèle Mouton, bien sûr, organisatrice avec son mari Frédéric Johnson de cette magnifique épreuve. Vous voyez qu'évidemment dans le public c'est le délire et François qui est en train d'expliquer à Michel un petit peu ce qui s'est passé. Cérémonie au champagne, non, je ne vous le dirai pas pour cette fois. Et en tout cas quelques belles coupes pour tout le monde. Ah, il n'y a pas de secret, non. C'est toujours la même chose. Quand on arrive ici, on n'est pas vraiment intéressé par l'épreuve, par les résultats. C'est difficile pour moi d'arriver ici très concentré pour cette course. Et puis, petit à petit, on s'améliore de mieux en mieux. En demi-finale et en finale, j'ai bien piloté, j'ai pas fait d'erreur et il n'y a pas de secret. Il faut une grosse motivation. Et évidemment, vous avez des fans qui vous soutenaient. Non, il y a toujours beaucoup de motivation, ça aide un petit peu. Mais j'ai gagné, mais je crois que François pouvait l'emporter également. Il y a juste quelques petites différences. François aurait pu me rattraper. Pour moi, c'est important de trouver une voiture pour l'année prochaine, évidemment, c'est ce que je vous disais. Et on l'espère de tout cœur que Didier Auriol va la trouver, cette voiture. On va écouter maintenant François Delecourt. Et je crois que Didier était le plus fort, il a fait une course formidable. J'ai fait quelques petites erreurs et j'ai gagné l'an dernier. Et Didier gagne cette année, c'est un beau challenge. Pour le moment, je vais essayer de trouver un bon volant pour l'an prochain. Tout le monde attend peut-être de Mitsubishi. Je ne sais pas ce que je vais faire avec Peugeot. Peut-être que je vais faire le Monte Carlo avec Peugeot, j'aimerais bien. Mais ça n'est pas sûr. Voilà, les projets 97, malheureusement, entendre des pilotes du calibre de Didier Auriol ou de François Delecourt et ne pas connaître leur programme pour 97, c'est un peu aberrant. Eh bien, compte tenu du temps que nous avons eu, on n'était pas habitué à ce qu'il pleuve ici. Il n'y a pas eu de pluie pendant 4 mois et la pluie est arrivée au même moment. Notre organisation est au point, même dans ces conditions difficiles. Dans le futur, je crois que si nous embarquons cette épreuve ailleurs qu'aux Canaries, eh bien, on va nous tuer. Non, je crois qu'il faut avoir des voitures tout à fait identiques. On a les top drivers, on a un site visible pour tous les spectateurs. On a les meilleurs pilotes du monde. Je crois que c'est quelque chose qu'apprécient tous les amateurs de sport.
Voilà l'avis de Frédéric Johnson, co-organisateur de cette superbe épreuve, la course des champions qui se dispute aux Canaries. Remportée donc cette année par Didier Auriol, champion du monde des rallyes 1994, que l'on espère pouvoir revoir dans cette position-là en 1997 pour toute la saison, au volant d'une machine extrêmement performante. C'est vraiment de tout cœur que l'on souhaite une super saison 1997 à Didier Auriol, stupidement privé de volant cette saison. Peut-être le retour de son équipe Toyota lui permettra-t-il de connaître à nouveau les joies de la victoire en championnat du monde des rallyes. Voilà, en attendant, et Didier voilà, qui nous a proposé ici ce run final. Regardez la joie qui éclate immédiatement pour célébrer cette victoire magnifique. On termine avec quelques-unes des plus belles images de cette course des champions 1996 que nous sommes très heureux de vous avoir proposé sur Eurosport. En tout cas, merci infiniment de votre attention. Et vous voyez, François Delecourt est resté toujours aussi concentré jusqu'au terme de cette épreuve. En tout cas, un magnifique mano à mano entre les deux pilotes français pour la finale.